Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir à cette réunion thématique. Avant de commencer et avant que nos invités puissent prendre la parole, je voudrais juste vous informer un petit peu de l'activité et de l'actualité au niveau national de l'UNPI. Notre association donc a eu à se positionner sur la hausse très importante des taxes foncières, sujet qui intéresse tout propriétaire. Donc lors de la 16e édition de la conférence de presse annuelle de l'Observatoire des taxes foncières, Christophe Demerson, qui est notre président au niveau national, a présenté donc les résultats de l'année 2022, qui a été marquée par une hausse très importante dans les 200 villes les plus peuplées de France. Donc il insiste sur le fait que l'augmentation des taxes foncières est la conséquence directe, mais ça on le savait déjà, de dépenses non maîtrisées des collectivités. À l'heure où donc, le projet de loi de finances 2023 est examiné à l'Assemblée nationale ainsi qu'au Sénat, l'UNPI déplore le manque de mesures de plafonnement de ces taxes foncières, dont tous ici, je pense, souffrent. La raison de l'augmentation, enfin de cette hausse, elle est double. Tout d'abord, on a une valeur locative cadastrale qui a nettement augmenté, 3,4% en 2022, plus forte revalorisation au passage depuis 1989. Qui fait un certain temps déjà. 12,2% d'augmentation en 10 ans, quand même. Les taux appliqués par les collectivités territoriales ont bondi 1,3% en 2022 et 11,3% en 10 ans, ce qui là aussi est très important. Donc bien évidemment, l'UNPI alerte sur la baisse de pouvoir d'achat que cela entraîne, de nombreux propriétaires étant parfois retraités, certains passant directement sous le seuil de pauvreté. Donc c'est alarmant. Les propriétaires subissent déjà l'inflation, 5,8% en août 2022, et pourtant les taux appliqués par les communes bondissent. À titre indicatif, à Tours, on a eu une augmentation de 16%, une des plus importantes de France, qui est la même à Tours qu'à Marseille. Je ne sais pas quels sont les points communs entre les deux villes, mais le fait est qu'on est situé tout en haut des tableaux des augmentations concernant les taxes foncières. Sur 10 ans, le montant de la taxe foncière a en moyenne augmenté de 24,9%. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais juste pour vous donner un ordre d'idée de l'assommoir que ça représente. Soit 2,4 fois l'inflation et 3,3 fois l'augmentation permise des loyers entre 2011 et 2021. Donc on est sur des chiffres qui sont totalement en décalage. Donc l'UNPI a souligné qu'il s'agissait là de dépenses non budgétisables. En effet, tout propriétaire sait qu'il y a une taxe foncière. En revanche, il ne peut pas budgétiser la part qui correspond à l'augmentation qu'il ne connaît pas à l'avance, qui est donc souvent, pour beaucoup d'entre nous, une mauvaise surprise. L'UNPI demande donc le blocage des taux de la taxe foncière et l'indexation des valeurs locatives, enfin que l'indexation des valeurs locatives soit neutralisée par la loi de finances 2023. Vous avez d'ailleurs tous dû recevoir un email de l'UNPI dans lequel le sujet des taxes foncières est abordé, avec la possibilité, en cliquant sur un point particulier du mail, d'avoir un document détaillé concernant l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher, si ma mémoire est bonne. Donc là, vous avez un document qui est extrêmement détaillé, chiffres à l'appui. Voilà, bon, ce ne sont pas de nouvelles, mais je pense que tout propriétaire doit être informé là-dessus. Deux choses aussi concernant nos prochaines réunions thématiques. La prochaine aura lieu le mardi 29 novembre à 18h, ici même, et sera animée par Swiss Life, autre partenaire de l'UNPI. Changer d'assurance emprunteur peut rapporter gros. Ensuite, en décembre, à Blois le 5 décembre et à Tours le 13 décembre, une réunion d'information intéressante animée par deux partenaires aussi, enfin par un partenaire et par Action Logement. Le partenaire, c'est Sodiatech, qui nous présentera une simulation lorsque les devis de travaux sont réalisés et de vous accompagner une fois que vous avez ces devis de travaux pour voir à peu près quelles seraient les choses à faire. C'est une idée de cette société qui me semble très intéressante et qui sera développée à cette occasion. Bien évidemment, vous pouvez les joindre entre-temps si ça vous intéresse. Et aussi, l'autre partie de la réunion thématique sera animée par Action Logement, concernant la fameuse garantie Visale que vous connaissez tous, sûrement, j'imagine, et aussi le dispositif Loué pour l'emploi. Voilà. Quoi qu'il en soit, ce soir, je vais laisser la parole donc à Monsieur Simon Deschaux qui est ici
et à monsieur dont je ne me souviens plus du nom parce qu'il n'était pas indiqué sur mon papier, j'en suis désolé. Appelez-moi Michael et ça ira très bien ce soir. Bon, voilà. Donc, de Gann Patrimoine qui vont vous expliquer comment préparer sa retraite grâce à l'immobilier. Voilà, bonne réunion thématique à tous et merci. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va essayer de balayer avec vous le sujet de la retraite, quand, combien, comment et dans quelles circonstances aujourd'hui elle est traitée. Rapide présentation, donc je suis conseiller patrimonial sur la région de Tours et je suis accompagné aujourd'hui de Michael Guillet, qui est inspecteur sur la région de Poitiers et qui chapeaute de La Rochelle à Tours. C'est ça. Donc avant d'aller sur cette thématique précise, on voulait aussi revenir avec vous sur ce qui se passe en ce moment sur le marché, et pas que les marchés financiers, mais aussi sur le contexte économique, pour ensuite recentrer un petit peu plus sur le sujet qui nous intéresse ce soir, la retraite, et ensuite adosser ça à l'immobilier. Pour vous dire quoi, que effectivement, on est dans un scénario, vous le constatez, le président nous le rappelait, très inflationniste, même si on ressent une légère baisse, soi-disant, de la part de l'INSEE ce mois-ci, mais ça reste un scénario assez extraordinaire en termes d'inflation. Donc, automatiquement, on va devoir prendre en compte ce nouveau paradigme dans lequel on va évoluer. Voilà, c'est bon pour vous? Ah, excusez-nous, on s'adapte à la vidéo. Donc il faut s'adapter à ce nouveau contexte économique puisque dans de nombreuses années maintenant, c'est fini cette évolution avec des taux historiquement bas. On va revenir avec une hausse des taux. On a aussi le contexte de crise énergétique, on le voit, et ce qu'on entend chaque jour aux informations ne nous rassure pas vraiment. Donc automatiquement, la façon dont on doit se positionner lorsqu'on souhaite préparer son avenir, et notamment sa retraite, on doit tenir compte de ces nouveaux éléments-là. Et puis, vous le voyez, on a un marché financier, plus précisément un marché action en ce moment très volatile. Donc, le marché volatile, un coup, vous voyez un CAC 40 comme en ce moment qui reprend la capitalisation, mais il y a encore quelques semaines, 15 jours, 3 semaines à peine, on avait déjà perdu 15%. Donc, ça reste difficile de se placer dans ce marché-là, surtout sur le marché obligataire, qui est un marché de taux, pour le coup, et la récente augmentation des taux a fait chuter ces placements-là. Tout ça pour vous dire quoi? Aujourd'hui, c'est difficile, très difficile de placer son argent. Et quand on doit aborder le thème de la retraite, automatiquement, on se dit, mais sur quoi je peux partir? Et c'est pour ça qu'on va se recentrer aussi sur l'immobilier. Il n'y a pas que ce placement-là qui existe, mais l'immobilier permet de contrer certaines de ces problématiques. Notamment avec l'indice de revalorisation, l'IRL, publié chaque trimestre par l'INSEE, qui va permettre d'augmenter un petit peu les loyers. Alors, lorsqu'on est propriétaire d'un bien, qu'on a un locataire depuis de nombreuses années, on a peut-être plus envie de conserver son locataire et pas d'augmenter les loyers selon un barème publié par l'INSEE. Pour autant, il existe d'autres stratégies où on peut investir, notamment avec des bails professionnels, des bails professionnels et commerciaux, où là, c'est déjà figuré dans le contrat. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une diversification d'investissement pour pouvoir contrer ce nouveau paradigme, ce nouvel environnement économique dans lequel nous allons évoluer parce qu'on ne peut que dire qu'on est aux portes d'un nouvel environnement aujourd'hui. Donc, pour continuer, on va vous parler plus précisément de la retraite. Et Simon, je crois que tu voulais poser une question à tout le monde pour commencer. Aujourd'hui, je vois qu'il y a certains dans la salle qui sont déjà potentiellement en retraite. Est-ce que vous avez fait face à des difficultés, des surprises lors de votre départ en retraite, que ce soit sur le montant de votre allocation, que ce soit sur la date de départ, que ce soit l'âge de départ? Aujourd'hui, je pense que ça peut être intéressant de partager cette information avec tout le monde. Donc s'il y a un ou une volontaire qui souhaite participer et me dire comment ça s'est passé, même si c'est du positif, ça peut effectivement aider. Bon, et visiblement, ça s'est bien passé pour tout le monde. Plutôt faire quelque chose à main levée. Pour ceux qui sont non retraités aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée du montant de votre future pension de retraite? Qui dit oui? Qui sait combien il va toucher demain? Oui, monsieur? Pourquoi vous savez déjà? Ah,
On a une personne dans la salle qui sait parce qu'il a la chance déjà d'être en retraite. Mais pourtant, enfin, moi je me l'imagine comme ça, j'ai 37 ans, la retraite c'est pas tout de suite. Mais pour moi la retraite ça doit être un moment agréable, un moment où je profite, où j'ai capitalisé toute ma vie. Et aujourd'hui, quasiment personne dans la salle n'est capable d'estimer sa propre pension, future pension de retraite. Il est là le problème. Je vais même aller plus loin, monsieur, puisque vous vouliez participer, je vais vous poser une question. Est-ce que le montant de votre retraite et le départ, l'âge de départ en retraite vous a surpris au moment où vous l'avez effectivement prise? Est-ce que vous saviez le montant avec lequel vous souhaitiez partir? Quand j'ai pris ma retraite, je savais combien Quand vous avez pris votre retraite, vous saviez exactement combien vous alliez toucher? Ok. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment vous le saviez? je me suis renseigné. D'accord. Dans les différents services, j'ai ma retraite est composée de 4 pensions. D'accord. Donc vous avez fait les 4 organismes qui vous ont donné un montant relativement approximatif mais proche de ce que vous alliez avoir, et ça vous a donné votre pension en retraite. Donc aujourd'hui, vous avez dû faire 4 démarches différentes sur 4 systèmes différents. Donc ça dépend du nombre d'entreprises dans lesquelles Absolument. vous travaillez, des activités. Le nombre d'entreprises, le nombre de régimes spéciaux, etc. Donc on ne rentre pas trop dans les détails, mais à aujourd'hui, votre situation est totalement différente de votre camarade de gauche, certainement, et encore une fois, on pourrait faire la rangée entière, mais à aujourd'hui, vous avez, entre guillemets, géré 4 régimes spécifiques, madame n'en aura peut-être que 2, et c'est pas parce que je ne peux pas être, comment dire, généreux, mais sur le principe, chaque carrière est différente, et donc le traitement de chaque retraite sera différent. Le point qu'on essaie d'aborder ici, aujourd'hui, c'est que l'idée, c'est de l'anticiper et le simuler. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, ne pas savoir quand on va partir en retraite et ce qu'on va toucher, c'est quand même relativement incertain, et je pense que le mot incertitude est beaucoup trop rapproché à la retraite de ce qu'on entend effectivement tous les jours. Donc l'idée, c'est de se poser les bonnes questions. Quand prendre ma retraite? Quelle sera ma future pension? Comment la calculer? Dans quelles conditions? Il y a potentiellement une décote si on part à 62 ans ou à 63 ans, etc., etc. Et donc c'est facile pour personne, je vous le rassure, mais l'idée, c'est que vous pouvez vous faire accompagner pour pouvoir avoir ces informations-là. À aujourd'hui, il y a une statistique qui est un peu dramatique, c'est qu'une retraite sur 7 est liquidée avec des erreurs. À aujourd'hui, on est plusieurs dans la salle, il est possible, et je ne veux pas vous alarmer, mais il est possible que vous ayez liquidé votre retraite avec des erreurs de carrière, des oublis potentiels, et je peux vous en parler de façon, comment dire, très très pragmatique, puisque j'ai travaillé à l'Agir Carco, qui sont donc le régime salarié cadre, par exemple, et donc le nombre de personnes que je devais gérer par jour, c'était à peu près une trentaine ou une quarantaine. Et sur les trentaines ou quarantaines, je peux vous confirmer qu'il y avait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'oublis, beaucoup d'incertitudes de « Ah ben je ne savais pas ce que je faisais en 1978 » par exemple. Aujourd'hui, je peux vous poser la question, vous ne saviez pas. Et c'est normal, mais sur le principe, on peut remonter très très loin et il y a forcément des erreurs puisque malheureusement, l'humain et l'informatique n'est pas forcément infaillible. Vous voyez, ces questions qu'on peut se poser en tant que futur retraité, elles ne sont pas si déconnante, si vous me permettez l'expression. Et pourtant, d'avoir la réponse, c'est peut-être pas si simple. Oui, madame? Attendez, on va vous faire passer le micro, comme ça va être aussi bien. Et je profite. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Plus ce sera participatif, je pense que ce sera plus intéressant pour beaucoup de monde. Il faut savoir qu'il y a des lois actives. En activité professionnelle, il y a des lois qui passent. Moi, j'en ai suivi une, qui est la loi, la LURA, qui est ni plus ni moins la fusion de plusieurs caisses de retraite, si bien qu'après, nous, on est lésés, parce que si vous voulez, notre retraite, bien évidemment, diminue. Donc là, on ne peut pas l'évaluer. Donc après, on s'insurge par rapport à ça. Moi, je sais que j'ai fait les syndicats, j'ai frappé à toutes les portes pour savoir pourquoi ce montant avait diminué, parce qu'on a quand même cotisé. Il s'avère qu'il y a des lois qui sont passées, par exemple, en 2014, je pense, et elle a été effective en 2017, et nous, on subit ça. Oui, tout à fait. Et donc, vous me tendez. Au niveau qu'on calcule une retraite. Alors après, on est obligé de continuer des années. Tout à fait, mais vous nous tendez la perche, parce que vous avez forcément écouté l'actualité, et il se projette 2-3 réformes à ce sujet-là. Et comment voulez-vous vous projeter? Non, mais c'est pour ça que je vous dis, comment calculer ma future pension de retraite? Peut-être que nous-mêmes, on n'a pas forcément la réponse. Et qu'aujourd'hui, personne dans la salle ne l'a. Mais pour autant,
il y a deux questions qu'on peut se poser. C'est est-ce que je subis ou est-ce que j'agis? Alors, forcément, on ne peut pas agir contre les lois, mais on peut agir de manière différente. Et c'est dans les solutions qu'on va pouvoir essayer d'apporter qu'on va trouver ces réponses. Mais vous nous tendez complètement la perche. Demain, nouveau système de retraite. Qui va rentrer dans ce nouveau système de retraite? Qui va cumuler les deux? Ou qui va être épargné? Personne ne sait. Et dans la crise sociale, parce qu'on peut parler de crise financière, mais la vraie crise aujourd'hui, elle est surtout sociale, dans laquelle on se trouve, ça va être très compliqué, clairement. Donc, ce qu'on dit par là, c'est que ce sera de pire en pire, selon nous. On est dans un système où il y aura volonté de réformer et ils y arriveront. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bon? Ça, moi, je ne me permettrai pas de commenter la chose. En revanche, tous ensemble ici, sauf peut-être monsieur, on va le subir. On va le subir. Donc, qu'est-ce qu'on fait à côté? Notre propre retraite avec sur les salaires. À ce moment-là, si vraiment le gouvernement... on vous entend après, plutôt. on ne nous donne pas Dans l'idée à aujourd'hui... Je ne demande pas l'intégralité, mais enfin, il faut savoir aussi que, regardez sur le salaire, ce que ça représente au niveau des prélèvements. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est un peu... Alors, voilà, ce que disait Michael, c'est que c'est un débat un peu politique aussi qu'on pourrait avoir dans d'autres circonstances, et c'est pas du tout le sujet aujourd'hui, mais à aujourd'hui, c'est un fait. C'est malheureusement pas soumis à interprétation et on doit le subir. C'est comme ça, on peut pas passer à travers les mailles du filet, donc je rebondis sur ce que disait Michael. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution qui est sur la base du volontariat unipersonnel, cette fois-ci, qui peut nous permettre de nous en sortir un petit peu mieux que ce qu'on nous promet aujourd'hui? Et donc, on en parlait tout à l'heure, la retraite est pleine d'incertitudes. Effectivement, nous, on n'a pas la réponse, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas vous dire que ce qui est aujourd'hui sera demain, très clairement, et on est même plus proche de « ça ne sera pas le cas ». Mais comme on a effectivement quelques pistes sur des informations de réforme ou quoi que ce soit, on peut potentiellement savoir qu'à aujourd'hui, ça ne sera pas meilleur ce ne sera pas meilleur demain qu'aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. On parle de la fin des 42 régimes spéciaux, on parle d'un départ en retraite de progressivement 63, 64, 65 ans. Donc, quand est-ce que ça va passer? On parle de 2027, on parle de 2031, on parle de plein de chiffres et on parle de plein de choses. Sauf qu'à aujourd'hui, quoi qu'il en soit, on va devoir s'adapter aux lois qui vont être pondues et donc, malheureusement, effectivement, prendre les décisions qui vont avec. À aujourd'hui, comment on calcule une pension de conversion, etc. Tous ces débats-là sont en train d'être discutés, votés. Malheureusement, même si effectivement, à titre personnel, on souhaiterait que ça change, on va devoir s'y conformer quoi qu'il arrive. Donc l'idée, c'est de préparer et d'anticiper ceci. Et dans l'idée, la meilleure manière, c'est de pouvoir récupérer son relevé d'information sur le site info-retraite.fr avec, donc, soit vous créez votre compte, soit vous avez un compte ANTS qui vous permet de vous y connecter et vous récupérez votre relevé de carrière. Là, c'est la première étape que vous devez faire, c'est-à-dire que vous avez effectivement la liste intégrale depuis votre début dans le monde du travail de ce que vous avez fait. S'il y a des manquements, s'il y a des erreurs, il faut les faire remonter le plus vite possible pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, dans l'idée, vous perdrez des droits à la retraite si jamais ça n'est pas remonté, vous perdrez des trimestres et vous perdrez des points. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est plus on attend, moins on a les documents. C'est aussi simple que ça. Si demain, je vous demande de me donner votre contrat de travail de 1980, je suis pas sûr que dans la salle, tout le monde l'ait. Et c'est logique, je vous rassure. Mais sur le principe, malheureusement, mieux on s'y prend plus rapidement, mieux c'est. En tout cas, c'est une certitude. Donc vérifier les périodes, faire remonter toute anomalie et projeter les résultats sur une date de départ à aujourd'hui qui est potentiellement incertaine, mais on peut se donner, entre guillemets, un cap. Si demain, votre pension de retraite, elle est à 1400 €, admettons, eh bien, on sait que demain, potentiellement, ça ne sera pas suffisant, ou ça le sera. Je préfère prendre la défensive et vous dire que ça ne le sera pas, et donc il faut prendre des dispositions à ce moment-là. 2/3 des relevés d'informations comportent des erreurs. On l'a dit tout à l'heure, une pension sur 7 est liquidée avec des erreurs. L'idée, c'est de vraiment vérifier ça, de pointer les choses en avance pour pouvoir rectifier effectivement tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà dû recevoir ce document. Mais qui l'a regardé en détail? Qui a fait attention? Vous, madame? Vous? Ouais, mais c'est bien, c'est un des bons réflexes. Hein. Alors, pardon? Mais quand on est 2/3 des risques comportent des erreurs, c'est une réalité.
hein. Alors pour les mamans et souvent les enfants, mais ça c'est normal, c'est parfois même des points Agirc-Arrco. On pense que toutes ces années sont bien cotisées, et quand on creuse un petit peu, on voit que l'Agirc-Arrco, ça ne correspond pas. Je vous donne une anecdote. Donc nous, GAN Patrimoine, on fait partie du groupe Amagal. Et quand on a commencé, nous, à nous spécialiser là-dedans, toutes les caisses, qu'est-ce qu'ils ont fait chez Groupama? Ils ont commencé déjà par regarder le leur, à vérifier si, finalement, ils n'avaient pas des erreurs. Écoutez-moi bien, parce que ce n'est pas des bêtises que je vous raconte. L'ensemble d'une caisse régionale Groupama n'avait pas cotisé à l'Agirc-Arrco pendant 5 ans. 5 ans. Tout simplement parce que la RH, il y a eu une boulette au niveau de la communication. Est-ce que c'est grave, docteur? Non. Si on s'en rend compte à temps, qu'on fait une réclamation, tout va bien avec les bulletins de salaire. Mais c'est pour vous dire qu'il faut être extrêmement vigilant et il faut soit bien se faire entourer, soit se spécialiser pour ne pas se faire léser demain. Et je rejoins Simon, et je rejoins Madame également. Assurément, c'est difficile de se projeter sur un montant de retraite précis à l'euro près aujourd'hui. Mais imaginez dans 5 ans, 10 ans, avec l'inflation en plus. Si je m'en vais faire une simulation et qu'on me dit je touche 1400 ou 1500, comme disait Simon, qu'est-ce que valent 1400 d'aujourd'hui contre 1400 € de demain, dans 10 ans? Quand on voit la progression de l'essence en très peu de temps, clairement, plus grand-chose. Donc, il faut être acteur de sa propre retraite et le premier réflexe, Simon a raison, c'est de vérifier son relevé. Pas simplement de le télécharger, mais vraiment de prendre le temps. Et ça, il faut se faire accompagner pour le faire. C'est très important. Au sein de GAN Patrimoine, on a un outil qui s'appelle Sapiendo qui nous permet de simuler avec nos clients donc leur future pension retraite, leur âge légal de départ en retraite et les conséquences. C'est-à-dire, alors, sans rentrer dans trop de détails, à 62 ans, il y a une décote, vous pouvez partir à 63 ans sans la décote, etc. Mais tout est donné dans cette simulation. À aujourd'hui, ces informations, elles sont capitales. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, à 40, 45, 50 ans, il est jamais trop tard pour se poser des questions, mais vous vous en doutez bien, faire des efforts pour pouvoir thésauriser une retraite supplémentaire proche de la retraite, vous demandez beaucoup plus d'efforts que si on part de 30, 35 ans. Ça paraît effectivement malheureusement logique, mais il est jamais trop tôt ni trop tard pour se poser la question. Donc, simuler effectivement les hypothèses potentielles de départ en retraite. Et dans l'idée, aujourd'hui, comme on est à l'UNPI, on va se poser la question de quel rôle joue l'immobilier dans la potentialité d'augmentation de retraite ou de sécurisation de retraite. Et donc, on va faire un point sur le marché actuel de l'immobilier. Le contexte actuel, on en a déjà parlé lors de l'Assemblée Générale, mais on va reprendre les points les plus importants. Il y a une hausse des prix moyens et une hausse, on en a parlé tout à l'heure avec Maître Neuvial, des taxes foncières, donc c'est loin d'être neutre, ça c'est une certitude. Les difficultés de financement aujourd'hui avec les taux d'usure, les taux bancaires qui augmentent et qui reviennent à des taux qui sont à plus de 3% aujourd'hui, changent effectivement la donne. L'augmentation des prix des loyers, dont on a parlé effectivement, l'IRL à plus de 4% aujourd'hui, et les réformes en ce moment sur les travaux, sur les réformes énergétiques, travaux que vous devez faire, sinon, alors, entre guillemets, le bâton qui va être à la fin de ces réformes, c'est la non-locativité des biens. Dans l'idée, c'est quand même relativement important quand on thésaurise sur ça, pour pouvoir complémenter les revenus qu'on a à la fin du mois ou à la fin de l'année. Aujourd'hui, c'est toutes ces questions-là qui se sont posées sur donc, le marché de l'immobilier et on va essayer de décortiquer avec vous les solutions qu'on peut apporter donc, sur le spectre large de l'immobilier et donc de la solution immobilier. Tiens, juste une anecdote aussi par rapport à ces difficultés pour financer. Est-ce que c'est une petite donnée qui est sortie par les courtiers CAFPI, je ne sais pas si vous connaissez, sur Paris. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui du montant qu'il faut apporter pour acquérir sa résidence principale sur Paris, à aujourd'hui? En pourcentage, si on parle en valeur, alors à Paris, il y a tout. Aujourd'hui, a priori, c'est une stat que j'ai lue hier, il demande un minima de 150 000 € d'apport. Tout dépend du bien qu'on achète, évidemment. Mais c'est pour vous donner que le contexte est plus difficile. Et pour autant, l'immobilier a quand même de nombreux avantages pour préparer son avenir, pour préparer sa retraite, ou bien tout simplement, si on est vraiment au bord de la retraite, pour augmenter ses revenus, pour faire face au pouvoir d'achat qui baisse. Mais déjà, l'immobilier répond à de nombreux objectifs, on l'a dit.
Notamment, en plus de la retraite, on peut pourquoi pas baisser sa fiscalité, diversifier son patrimoine. Et puis, alors, c'est pour ça que je vous l'ai dit cette date, parce que on a marqué contribution sans apport. C'est vrai, c'était vrai avant. Maintenant, on nécessite un apport au niveau bancaire, mais on peut toujours, en fonction des situations, négocier la chose. Et avec un bon courtier, je pense qu'on peut obtenir des choses intéressantes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'immobilier reste quasiment le seul placement aujourd'hui où si pour investir 100, il me faudra 10, 15, allez, max 20 peut-être. Et le reste, ben, c'est la banque qui vous le prête. Ça restera toujours vrai. La deuxième vérité, ben, c'est que si vous faites un financement, ce financement-là, il y a quelqu'un qui va vous aider à rembourser. C'est le locataire. Et il n'y a aucun autre placement aujourd'hui, lorsque vous faites un financement, qui vous aide à rembourser. Donc, on a vraiment, alors, on fait attention au terme, mais un effet de levier de l'endettement, puisqu'automatiquement, je fais un financement et j'ai quelqu'un qui va m'aider à rembourser ce prêt. Attention au spectre de l'opération blanche, on en parlera à la fin, mais automatiquement, l'immobilier peut générer une fiscalité supplémentaire. C'est pas pour autant que c'est mauvais, mais il faut le mesurer. Et puis, ben, l'immobilier, c'est pas simplement une solution, deux solutions. C'est une multitude de solutions qui existent avec une multitude de stratégies autour. Et c'est pour ça que c'est un vrai support qui correspond aujourd'hui, alors à notre sujet, préparer la retraite, préparer l'avenir, mais à tous les objectifs patrimoniaux que j'ai pu citer juste avant. Alors, ce qu'on va essayer maintenant de faire rapidement, parce qu'on ne veut pas non plus vous bassiner avec tout ce qui existe, mais c'est vous donner rapidement un tour d'horizon de ce qui peut exister comme type d'investissement. Et évidemment, c'est pas exhaustif. Et puis, on vous donnera aussi quelques pistes. Est-ce que ça vaut le coup que j'investisse en direct? Est-ce que je dois créer une société? C'est des éléments auxquels il faut réfléchir lorsqu'on investit dans l'immobilier. Alors, Simon, tu nous parles rapidement de la loi Pinel, qui existe encore d'ailleurs. Alors, la loi Pinel, je pense que quelques d'entre vous connaissent. Aujourd'hui, c'est une loi qui permet de bénéficier d'une défiscalisation dans l'investissement dans du neuf. Aujourd'hui, alors, il y a des informations très très techniques effectivement sur le slide, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous investissez dans un immobilier en VFA, donc en création, et vous vous engagez pour une durée, 6, 9 ou 12 ans, reconductible uniquement une fois. Vous avez une défiscalisation à hauteur d'un pourcentage qui est sur la valeur d'acquisition. Et vous détenez effectivement ce bien à minima dans ce laps de temps de 6, 9 ou 12 ans reconductible une fois, avec des loyers déplafonnés. En 2022, la défiscalisation a été effectivement intéressante. À partir du 1er janvier 2023, actabilité 2023, eh bien, il y a une baisse, un rabotage, entre guillemets, de l'avantage fiscal qui est affilié pour toute l'année 2023. Je te laisse expliquer le pourquoi du comment. Il y a un rabotage en 2023, mais juste à aujourd'hui, il y a eu effectivement un besoin, et il y a toujours un besoin de locataires, de biens immobiliers, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on ne baisse pas la population, mais on augmente. Et donc, ça faisait effectivement quelques temps que la loi Pinel était effective, et donc aujourd'hui, ils ont désiré la baisser un petit peu. Est-ce que c'est inintéressant à aujourd'hui? La réponse est non, mais c'est moins intéressant qu'en 2022, donc il faut simplement se poser les bonnes questions si un tel investissement est intéressant dans la situation dans laquelle on est, tout simplement. Donc vous dire Pinel à fuir, non, pas de généralité, toujours un peu de nuance, mais c'est beaucoup moins intéressant en 2023. Je vais faire l'avocat des anti-Pinel, Simon, mais attention, c'est pas parce qu'il y a une carotte fiscale que c'est forcément le produit le plus intéressant. Déjà, on voit l'engagement 6, 9, 12 ans. Bon, moi, personnellement, l'immobilier sur 6 ans, ça me paraît court. Donc, on est sur minimum un horizon de 10 ans, et puis c'est de la VFA. La VFA, c'est de la vente en état futur d'achèvement. C'est-à-dire que le programme, aujourd'hui, il n'est pas sorti de terre, ou quasi pas. Donc, on est sur un horizon d'investissement relativement long. Il faut compter minimum 10-12 ans, minimum. Donc, quand on souhaite préparer sa retraite, déjà, la première chose qu'on se dit, ben, quel horizon de temps j'ai avant de liquider ma propre retraite? Ensuite, je dis toujours ça, mais attention au piège de la carotte fiscale. On est sur de l'immobilier. Ce qui compte sur de l'immobilier, selon moi, c'est deux choses. C'est combien j'achète, puis ben, est-ce que ça va être loué demain.
Parce que si vous achetez hors marché, pour faire plaisir à un conseiller ou un promoteur, parce que soi-disant c'est le meilleur programme, ben vous aurez beau avoir la défiscalisation, dans 10, 12 ans, vous le vendrez certainement moins cher que vous l'avez acheté. Donc, la défiscalisation est longtemps qu'elle sera partie. Et si à l'inverse, on a un bon prix, mais qu'il n'est jamais loué, il n'y aura pas de contribution au locataire à votre effort de financement. Donc il faut vraiment faire attention lorsqu'on investit en Opinel. Oui, ça reste intéressant parce que ça vient raboter votre fiscalité, mais l'immobilier, ça reste l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Ça reste de l'immobilier. D'accord? Et attention donc sur l'immobilier, on ne fera pas de stratégie de transmission avec ça. Hein. Dès lors qu'il y a de la réduction d'impôts, pas de démembrement vis-à-vis des enfants, des donations vers les tiers, vers les descendants. On voulait aussi vous parler du loueur meublé non professionnel parce que c'est un statut qui existe déjà depuis de nombreuses années, qui est très intéressant, cette fois qui ne donne pas forcément d'avantage fiscal, mais qui permet d'investir sans augmenter sa fiscalité actuelle. Alors, pour pouvoir prétendre à ce statut, ben, on peut décider d'investir par soi-même. On peut très bien acheter un bien sur tour, qui n'est pas du neuf, hein, le mettre en location. Donc, les prérogatives, c'est que quand même, il faudra qu'il soit meublé. Alors, meublé, vous n'êtes pas obligé d'y accrocher tous les cadres et tout, mais il y a quand même une liste de meubles exhaustifs à tenir en compte. Hein. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, plutôt déléguer, investir dans des résidences de tourisme, des résidences seniors, des EHPAD. Il y a énormément d'offres aujourd'hui sur le marché. Hein. Mais il faut quand même faire attention. Donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que sur le plan fiscal, on est ce qu'on appelle un statut loueur meublé et on entre dans la catégorie des commerçants et des artisans. En faisant du meublé, vous devenez commerçant. Et donc, vous allez pouvoir prétendre à une fiscalité avantageuse. On va vous en parler juste après. Et puis, vous avez un statut qui est relativement intéressant. Alors, je ne devrais pas le faire, mais pour votre meilleure compréhension, je vais quand même l'opposer à l'investissement en nu. C'est ce que vous faites peut-être déjà, c'est-à-dire non meublé. Lorsque j'ai peu de charges et que j'ai moins de 15 000 € de recettes à l'année, j'opte parfois pour le microfoncier. Ça vous parle peut-être. Pour les plus novices, le microfoncier, c'est un abattement de 30% sur ce que vous avez perçu, avant toute charge. Hein, on ne déduit pas les charges. En loueur meublé, en fiscalité donc BIC, cet abattement, il va être de 50%. Et le plafond, vous l'avez derrière moi, 72 000. Donc c'est vrai que c'est relativement intéressant. Alors après, c'est pareil, attention à ce qu'on souhaite meubler. Si vous avez une maison à Saint-Cyr-sur-Loire, 100 mètres carrés, est-ce que réellement il faut la meubler? Je suis pas sûr. En revanche, vous avez un studio, un T2, dans le centre-ville, ça vaut peut-être le coup de l'équiper, de l'emmeubler, parce que vous aurez une demande en face. Hein, donc pareil, il faut toujours analyser son produit et le marché en face. Si vous souhaitez déléguer toute cette gestion, que vous investissez dans ce qu'on appelle des résidences de service, vous pouvez, dans ce cas-là, ne plus gérer votre locataire et passer par un bailleur, avec un bail commercial. Alors, c'est très intéressant, parce que là, vous vous occupez de rien. Et pour faire simple, même si le logement est vide, vous avez conclu un bail commercial avec les gens qui gèrent toute la résidence, et pour le coup, loué ou pas, il devra vous donner un loyer. On va se dire, chouette, c'est quand même génial ce truc-là. Alors attention, il y a des pièges à éviter. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut extrêmement bien choisir son gestionnaire. Parce qu'on trouve toujours des cas où les gestionnaires n'ont pas su bien gérer pendant 9 ou 10 ans, et au final, à qui ils s'adressent pour minorer ses charges d'exploitation? Aux propriétaires, en minorant les loyers. Donc, il faut faire attention avec qui on fixe son bail. Mais ça peut être intéressant si on a envie de déléguer et de diluer un peu le risque locatif. Alors, les atouts du bail commercial, j'en ai parlé. L'un des atouts quand même, c'est ça, c'est que du coup, en fonction de comment sont rédigés les baux commerciaux, les travaux d'entretien ne seraient pas à votre charge aussi. Donc, il faut bien lire son bail commercial quand on s'engage avec un gestionnaire. Donc, du coup, je l'ai dit, le locataire est géré par le bailleur, pas de vacances locatives,
effectivement, vous avez conclu une recette locative avec votre bailleur, et puis généralement, c'est bien indexé à l'inflation, et c'est respecté. Donc ça, c'est intéressant compte tenu de la situation actuelle. Mais évidemment, il faut extrêmement bien, je le redis, choisir son gestionnaire. On va plutôt vous recommander des gestionnaires qui sont également promoteurs. Hein, dans un même groupe, ça peut être intéressant de regarder des choses comme ça. Je voulais vous reparler de la fiscalité du loueur meublé. Comprendre pourquoi, si je ne suis pas au régime du micro, c'est-à-dire les fameux moins 50% jusqu'à 72 000, je vous ai dit en préambule que le loueur meublé, ça permettait d'investir sans fiscalité supplémentaire. Je vous ai dit que vous deveniez commerçant en faisant du loueur meublé. Pourquoi? Parce que exactement comme de la location nue, vous allez pouvoir déduire toutes les charges afférentes à votre bien. La taxe foncière, qui augmente malheureusement, les charges de copropriété, les éventuels travaux, les intérêts d'emprunt. Mais ce que vous allez pouvoir déduire en plus, c'est un truc que vous ne payez pas. C'est ce qu'on appelle l'amortissement. En français, l'amortissement, c'est quoi? C'est une charge que vous allez pouvoir constater chaque année et déduire de votre résultat, d'accord? Après charge locative. Et de ce fait, donc c'est le comptable qui fait ça. Généralement, quand on fait ce genre de montage, on se fait accompagner par un cabinet comptable. Le coût est extrêmement modéré par rapport au gain que ça procure. Il faut compter environ 600 € par an. Et en plus, c'est réductible des impôts. Donc si ça doit vous coûter 200 ou 300 par an, c'est vraiment le maximum. Mais le gros avantage de ça, c'est qu'en faisant ce genre d'investissement, vous avez des stratégies où vous ne payez ni impôt sur le revenu, ni CSG-CRDS pendant près de 20 ans. Vous investissez dans l'immobilier sans avoir de fiscalité supplémentaire pendant près de 20 ans. Il est là l'avantage. Hein? Donc, encore une fois, c'est comme pour la loi Pinel, c'est pas parce qu'il y a un avantage fiscal qu'il faut s'engouffrer tout de suite là-dedans. Il faut vraiment maîtriser le contexte de l'immobilier et du marché environnant. Ça va pour tout le monde? Ouais. Donc l'amortissement, c'est une charge. Donc en moyenne sur l'immobilier, c'est 20 à 30 ans. J'amortis mon bien sur 20 à 30 ans et je veux aussi amortir les meubles que j'équipe. Oui, madame? C'est une bonne question. Madame dit, si je l'amortis pendant 20 ans, effectivement, j'ai acheté mon bien 100, je l'ai amorti pendant 20 ans. Ce qui fait qu'au bout de 20 ans, en comptabilité, on va essayer d'être simple, hein, mais on parle de valeur nette comptable, donc je l'ai acheté 100, je l'ai amorti pendant 20 ans, donc j'ai amorti 100. 100 moins 100, mon bien vaut 0. C'est vrai en comptabilité et c'est vrai pour les personnes morales. Pour une société qui fait ça, c'est vrai. Imaginons un exploitant agricole, il achète une moissonneuse, il l'amortit sur 7 ans, au bout de 7 ans, il la revend, mais il se fait matraquer au niveau fiscal. Pour le loueur meublé non professionnel, cela ne s'applique pas. Vous ne prenez pas l'inconvénient de l'amortissement, juste l'avantage. D'accord? Vous retrouvez cet amortissement, je fais juste une petite aparté. Lorsque vous faites une SCI à l'IS, pour par exemple loger des biens nus, donc non meublés, on peut aussi pratiquer l'amortissement. Mais cette fois, on est dans la personne morale. Et l'amortissement pratiqué, l'avantage que j'ai eu pendant toute la période, je peux me faire matraquer derrière et payer un impôt sur les sociétés relativement important. Parce que si mon bien, je le vends 100 et que j'ai amorti 100, je paye l'impôt sur les sociétés comme si j'avais une plus-value exceptionnelle de 100. Alors qu'il n'a même pas pris en plus-value. Bon, c'est pas si simple à comprendre comme ça, mais ce que je veux vous dire par là, et ce qu'il faut que vous reteniez ce soir, c'est qu'on peut, avec le meublé classique, loueur meublé non professionnel, investir, ne pas payer d'impôts pendant une très longue période et en cas de revente, avoir quand même les avantages du nu, c'est-à-dire une exonération de plus-value, si plus-value il y a, dans les conditions actuelles. Ça va? D'autres questions? Allez, on vous parle d'un autre type de placement qui existe, et par le SCPI. On fait un échange, c'était les top toussés. L'épargne de SCPI. Dans l'idée, est-ce que quelqu'un ici sait ce que c'est? Est-ce qu'on a des précurseurs? Est-ce qu'on a des maîtres en la matière? Je vois quelques têtes qui se hochent, formidable. Je vais pouvoir
Alors, l'expliquer. Le marché des SCPI, alors avant de vous parler effectivement de tout ça, je vais vous expliquer le fonctionnement. Dans l'idée, j'ai une petite métaphore pour ça, c'est vous êtes aujourd'hui propriétaire du bouton numéro 7 de la tour Montparnasse. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous êtes des centaines et des milliers d'investisseurs qui investissent dans un même bien ou dans une même poche avec plusieurs biens dedans. Et donc, en l'occurrence, quand vous êtes plusieurs investisseurs sur cette tour Montparnasse, eh bien, vous êtes donc propriétaire d'un bouton d'ascenseur. Formidable, me direz-vous, mais dans le débat, quand on mutualise effectivement tout ça, les rendements peuvent être intéressants. En quelques chiffres, donc les SCPI en 2021, c'est 7,5 milliards de collectes, en cours de 78 milliards et un nombre de SCPI dépassant les 200. C'est un marché qui existe depuis 1970, mais en plein essor depuis quelques années, puisque effectivement, plus on en parle, plus ça se démocratise. Plusieurs types de SCPI, les résidentielles fiscales ou non fiscales, de rendement, et les SCPI dites d'entreprise. On ne rentrera pas trop dans le détail, l'idée c'est que vous compreniez le mécanisme qu'est la SCPI, pour qu'on puisse effectivement vous l'expliquer. Les principes, c'est simple. Au milieu, vous avez donc sur le slide la SCPI, qui donc est une poche, qui investit dans l'immobilier, donc l'immobilier d'entreprise par exemple, elle va acheter des entrepôts, des bureaux, des plateformes de transport, etc., des commerces, qui vont effectivement, forcément, générer des loyers. Donc, les loyers sur le patrimoine, donc commerce bureau, avec donc l'acquisition et gestion, et vous, en tant que personne, vous souscrivez des parts de cette SCPI, donc ce fameux bouton de la tour Montparnasse, vous investissez effectivement dans cette poche SCPI contre des dividendes trimestriels que vous donne cette SCPI en remboursement effectivement de votre investissement de départ. Voilà comment ça se passe. Vous n'avez pas d'inconvénient de gestion de loyer, vous n'avez pas d'inconvénient de gestion locative, et bien évidemment, l'intérêt c'est de pouvoir investir avec des montants beaucoup plus importants ou intéressants, puisque vous mutualisez effectivement l'investissement, plutôt que si vous investissez tout seul. Les avantages de la SCPI, donc beaucoup plus abordables, je l'ai dit tout à l'heure, donc on peut investir dans l'immobilier à partir d'à peu près 20 000 euros. Plus flexible puisque il y a une divisibilité des parts, ça on est bien d'accord. Ça veut bien avancer. Non. C'est un actif qui a décorrélé des marchés financiers puisque on est dans l'immobilier. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, tout à l'heure je vous ai dit, il y a plus de 200 SCPI différentes qui ont des stratégies différentes. Aujourd'hui, on peut prendre la stratégie d'investir uniquement sur des bureaux à la Défense, par exemple. Et donc, vous allez me poser la question, parce que je vois énormément de mains levées, sur comment ça s'est passé pendant le Covid, par exemple. Puisque il y avait beaucoup de télétravail, le confinement, on en reparle. Eh bien, dans l'idée, suivant la stratégie qui a été établie par la SCPI, certains professionnels ont continué de payer, bien évidemment, les loyers et n'ont pas bénéficié des avantages que le gouvernement pouvait donner. L'idée, c'est que chaque SCPI a sa stratégie, que ce soit donc la mutualisation du risque sur différents types d'investissements, par exemple, que ce soit bureau, que ce soit plateforme de transport, etc., etc. Mais en globalité, suivant une stratégie qui a été plutôt sécuritaire, les investisseurs donc, ont toujours touché leur dividende puisque les entreprises ont toujours payé leur loyer. Donc c'est effectivement quelque chose qui est décorrélé des marchés financiers. Il est possible aussi, dans les stratégies de la SCPI, de pouvoir démembrer les parts. C'est-à-dire, donc, le démembrement, pour un bref rappel, vous avez donc la pleine propriété, qui est divisée en l'usufruit, le fait de permettre de jouir du bien, et la nue propriété qui permet d'en être propriétaire sans la jouissance. Les deux, effectivement, combinés font la pleine propriété. Il est possible de pouvoir, et je vais vous donner un exemple, démembrer des parts de SCPI. Admettons que vous ayez un capital de 30 000 euros sur un livret qui ne travaille pas et dont vous n'avez pas d'objectif à aujourd'hui ou dans les 10 prochaines années. Vous souhaitez investir pour pouvoir avoir un capital demain de façon certaine, et je vais revenir sur le façon certaine, eh bien, vous investissez en nue propriété des parts donc, de SCPI avec une convention qui est donc signée au moment de la souscription des parts, qui vous donne effectivement un montant de part au bout d'une durée, entre guillemets, de 10 ans par exemple. Et donc vous souscrivez pour 30 000 euros, admettons, de part en nue propriété, et au bout de 10 ans, ces parts valent 45 000 euros. Alors c'est hypothétique, les chiffres ne sont pas bons bien évidemment, mais dans le débat, le fonctionnement est le même. À aujourd'hui, vous pouvez investir en SCPI démembré, donc en ayant la nue propriété. Est-ce que vous avez des questions sur les SCPI ?
Je vais vous poser la question, quels sont les risques, à votre avis? On investit dans l'immobilier de bureau et on investit dans l'immobilier tout court. Aujourd'hui, on est en phase d'investissement immobilier. Aujourd'hui, quel est le risque possible? Je n'essaie pas de vous prendre en grippe, loin de là, c'est juste, vous imaginez qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des risques, mais quels sont-ils? Et vous pouvez tous participer, bien évidemment. Par exemple, ils ne sont pas loués, madame. Pardon. Impayés de loyer, absolument. Que l'investissement soit pas du tout rentable, par exemple. Que vous ayez investi sur un bien en lui-même, je dis une bêtise, dans la région de Strasbourg, pour ne pas les citer, Camailleux, par exemple. On se rend compte que c'est un peu compliqué en ce moment, et je vois des hochements de tête. Effectivement, aujourd'hui, c'est pas un mauvais investissement, mais le cours de la vie, aujourd'hui, les aléas de la vie font que on peut tomber sur des investissements qui sont pas mirobolants. Donc, en l'occurrence, c'est le cas. Donc, effectivement, il y a du risque là-dessus, d'où le fait, et comme le loueur meublé non professionnel, choisir son bailleur, eh bien, c'est la même chose. Il faut choisir sa SCPI et en connaître la stratégie, donc se poser les bonnes questions, tout simplement. Donc, voilà. Alors, ça, c'est une très bonne question. C'est tombe bien que j'ai le micro. Parce que vous avez plusieurs types de SCPI. Vous avez des SCPI où finalement, faire un rachat, ça peut être plus simple, parce qu'on est ce qu'on appelle en capital variable. Donc ça, c'est important lorsque vous choisissez votre SCPI, de savoir quel objectif vous avez. Mais dès lors que vous êtes en capital fixe, ça peut être un petit peu plus compliqué. Je voudrais juste quand même donner deux notions. On n'oublie pas, alors les SCPI, déjà, c'est jamais garanti. Il y a des risques, on l'a dit. Certainement, ils sont dilués, donc ils sont moins prépondérants que si j'avais un bien en direct. Certainement. Mais le rendement est plus faible aussi. Moins de risques, moins de rendement. D'accord ? On vous l'a dit, il y a plus de 200 SCPI aujourd'hui dans le marché français. C'est un marché qui est extrêmement porteur, que les Français aiment de plus en plus. Pour autant, ça ne correspond certainement pas à tout le monde. C'est de l'immobilier. Donc, c'est fait pour être détenu le même temps que si vous achetiez de l'immobilier en direct. Horizon de temps, 10, 12 ans. Alors, moi, je vois beaucoup de stratégies où l'immobilier, les SCPI sont vendus un peu en valeur refuge, et puis dans 5 ans, je suis à la retraite, je les vends, et puis je récupère le cash. Non, c'est peut-être pas si simple que ça. Donc, il faut bien se renseigner sur les facultés de rachat, et s'il n'existe pas de taxe foncière, pas de charge de copropriété, pas de frais de notaire à l'acquisition de ces parts, attention, pour la plupart des cas, il y a des frais de sortie importants. Donc c'est pareil, si je prends 10% de frais de sortie au bout de 5 ans, j'ai pas encore eu les bénéfices de l'immobilier. C'est comme quand vous achetez un bien direct, vous payez des frais de notaire, c'est comme ça. Si vous le revendez au bout de 2 ans et que vous n'avez pas fait une plus-value, il y a de grandes chances que vous soyez perdant quand même. Donc il faut le temps au produit de ces... Mais c'est beaucoup moins liquide qu'une assurance vie, que tout remplacement, clairement. C'est de l'immobilier. D'autres questions sur les parts de SCPI? Et on peut loger des parts de SCPI dans des SCI, on peut faire plein de choses avec les parts de SCPI, c'est vrai. Non? On continue? Alors, je voulais quand même vous parler, parce que la plupart des gens font aujourd'hui, les Français adorent l'immobilier, et passent pas toujours par un conseiller en gestion de patrimoine, ou des promoteurs pour investir, mais ils investissent par eux-mêmes. Et c'est toujours une bonne solution. Même si le marché immobilier a fortement augmenté ces dernières années, même si, on l'a dit, les taxes foncières ne font qu'augmenter, il y a toujours des bons coups à faire dans l'ancien, clairement. C'est peut-être déjà aller chercher des biens avec des rendements plus élevés, un loyer plus élevé que ce que peut proposer une loi Pinel, qui est plafonnée à 3,5. Les CPI, on va être entre 4 et 5, et le meublé dans les mêmes ordres de grandeur, 3 à 4%. Donc, c'est avoir un rendement brut peut-être intéressant. Et puis, c'est aussi peut-être d'avoir un bien qui est déjà loué, qu'on connaît, et surtout dans lequel je peux moins faire des travaux. Et si je fais des travaux importants, travaux de rénovation, d'entretien, vous savez, le contexte fiscal reste intéressant pour pouvoir raboter sa fiscalité en déduisant tous ces travaux et jusqu'à 10 700 par année de déblocage des travaux sur le revenu global, donc c'est-à-dire sur vos pensions de retraite et vos salaires. Donc investir dans l'ancien, ça reste intéressant, quoi qu'il en coûte, c'est clair, mais ce qu'il va falloir faire, c'est un calcul de rentabilité nette. Si au départ, j'ai un loyer qui paraît intéressant de 8 ou 10%, projetez-vous. Combien de charges de copropriété ça me coûte? Combien de taxes foncières ça me coûte? Quels travaux j'ai à faire pour calculer le net
Et quelle fiscalité supplémentaire je vais avoir? Parce que j'enfonce une porte ouverte, mais si on est dans une fiscalité à 30%, ça veut dire que 1 000 € de revenus supplémentaires, c'est 300 € d'impôts. Je vais aussi y ajouter la CSG-CRDS. 47,2 en tout pour de l'immobilier. Donc il faut mesurer la chose, toujours mesurer, mais ça reste relativement intéressant. Alors, maintenant qu'on vous a donné plein de solutions pour préparer la retraite, évidemment l'immobilier, c'est ce qu'on pense nous au fond de nous-mêmes, sinon on ne serait pas là ce soir, mais reste vraiment un investissement, un placement intéressant pour préparer son avenir, et surtout dans le contexte actuel. Surtout parce qu'on est dans un marché où la seule certitude qu'on ait sur les marchés financiers, c'est finalement l'incertitude. Personne ne sait où ça va nous mener tout ça. Parce que même si on a un CAC 40 qui reprend un peu de vigueur ces derniers jours, vous voyez bien que le contexte géopolitique est tendu, le prix du gasoil, quand on arrive à en trouver, c'est quand même toujours de plus en plus cher. Donc, évidemment, on a plein d'incertitudes à venir. L'immobilier offre quand même quelques certitudes, clairement. Et des avantages, on vient de le voir. Maintenant, pour savoir quelle stratégie choisir et sur quoi investir, ça dépend de plusieurs choses. On l'a dit, il n'y a pas que la carotte fiscale qui compte. Ça, c'est le premier enseignement qu'il faut retenir ce soir. La deuxième chose, c'est que c'est très important, et ça, c'est dès lors que vous faites un placement, un investissement, de savoir qu'est-ce que vous avez envie de faire, quelles sont vos appétences, quels risques j'ai envie de prendre. Moi, j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps quelqu'un qui me disait « Moi, je veux vraiment préparer ma retraite, je veux faire de l'immobilier. » Je dis « D'accord. » Je dis « Est-ce que tu es prête à t'investir dans une gestion locative où si ton locataire ne paye pas, tu vas t'en occuper ?» Elle me dit « Non, moi, je veux pas de ça. » Et puis, parce que si le locataire dégrade, qu'est-ce qui se passe? La personne, en fait, voulait investir dans l'immobilier, mais absolument pas prête. Donc, il faut bien se préparer à ce que l'immobilier peut donner comme contour et ce que ça peut nous donner comme avantage, mais aussi comme un inconvénient. Et puis, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est très, très, très important de mesurer. Mesurer quoi? Son environnement fiscal actuel. Si j'investis, quelle est la conséquence sur ma fiscalité? Et puis, sur les conséquences fiscales futures. C'est sur ma future pension de retraite, est-ce que je vais payer toujours de l'impôt à la retraite? C'est également, demain, j'accumule de l'immobilier. L'immobilier est un formidable placement pour accumuler du patrimoine. Je me retrouve à la retraite. Il faut le gérer. Et puis, il faut le transmettre. Et ça peut coûter cher sur le plan fiscal. Donc, il faut mesurer tout cet environnement, il faut vous projeter. Et puis, c'est très important aussi d'aller regarder ces déséquilibres patrimoniaux. Ça, on ne le souligne peut-être pas forcément assez, mais constituer son patrimoine exclusivement d'immobilier, à un moment donné, peut poser souci. Demain, vous devez changer votre voiture, vous n'allez pas vendre les chiottes et la salle de bain d'un bien pour votre voiture. C'est pas possible. Et l'immobilier est énergivore en entretien. Si vous n'entretenez pas votre patrimoine, oui, il va perdre en valeur, inévitablement. Donc, il faut un bon équilibre. Donc, si nous, on avait vraiment 2 messages à vous faire passer ce soir, ce serait déjà d'anticiper. Anticipez votre retraite, informez-vous, faites-vous entourer. Et dans un second temps, c'est trouver les bonnes solutions qui vous correspondent. L'immobilier est certainement une très bonne solution, mais il faut trouver la bonne. Et pour ça aussi, on vous recommande de vous faire entourer pour maîtriser son environnement fiscal et son environnement familial.